Le regard sur le monde de Simone Rodin-Benzaken. Bonjour Simone, et merci d'être avec nous pour cette dernière de la saison. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Votre analyse d'abord sur cette attaque de drone qui a visé la nuit dernière Tel Aviv, une attaque de drone partie depuis le Yémen par les Houthis, un drone de fabrication iranienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et on va en parler dans quelques instants avec le géopolitologue Meir Masri. C'est un peu la stupéfaction avec laquelle se sont réveillés les Israéliens. C'est effectivement la stupéfaction, bien évidemment aussi l'énorme tristesse de nouveau de voir qu'un homme a été tué, 10 autres blessés, en plein cœur de Tel Aviv. On a tous appelé bien évidemment tous nos amis directement. Je pense qu'il est significatif, c'est de voir à quel point en réalité, ce que nous savons tous depuis le 7 octobre, en tout cas ici, que la question, et que ça n'a jamais été une guerre en réalité uniquement entre Israël et le Hamas, uniquement une guerre à Gaza, même si la plupart du temps on l'entend comme ça, mais qu'en réalité c'est une guerre qui est menée par la République islamique d'Iran contre Israël. Donc c'est une guerre régionale aujourd'hui. C'est une guerre régionale, elle a été en réalité depuis le 8 octobre. Par ailleurs, ce matin, il y a eu 60 projectiles qui ont été tirés de nouveau par le Hezbollah contre Israël. Tous les jours, des projectiles sont envoyés par le Hezbollah. Voilà, on le sait, c'est une guerre maintenant très clairement sur 7 fronts, et c'est ça qui, je pense, il faut absolument rappeler, parce qu'on a parfois tendance à regarder uniquement au niveau microscopique. Bien évidemment, la situation à Gaza est terrible et très dangereuse, mais elle va bien au-delà de ça. C'est une guerre qui est menée par la République islamique d'Iran, et elle ne s'est pas arrêtée le 14 ou 15 avril quand l'Iran a directement attaqué Israël. Et est-ce qu'Israël a les moyens de mener cette guerre à 360 degrés, notamment avec le soutien de ses alliés? Est-ce que ses alliés, notamment les États-Unis, prennent aujourd'hui la mesure? Écoutez, vous allez en parler avec votre expert tout à l'heure, et je suis certainement pas experte militaire. Je suis très près de ce qui se passe aux États-Unis. Mais ce qui me semblait évident, c'est qu'il faut le faire. Israël n'a pas le choix. Nous, par ailleurs, collectivement, je pense qu'on n'a pas le choix. On en a parlé ici à plusieurs reprises. La guerre aussi qui est menée par la République islamique d'Iran contre Israël est en réalité aussi une guerre contre l'Occident. C'est d'une certaine manière le premier front, de la même manière qu'une autre guerre qui est menée par la Russie est un deuxième front contre l'Ukraine. Voilà, nous sommes de nouveau dans un monde partagé entre autocrates qui ont décidé de s'allier malgré leurs différences, malgré leurs improbables différences, de s'allier pour mener une guerre contre l'Occident, et en premier lieu, bien évidemment, aujourd'hui contre Israël et contre l'Ukraine. Avant d'évoquer la polémique, la dernière polémique Adidas Bella Hadid, un mot sur cette semaine américaine, marquée notamment hier par le discours de Donald Trump, un très long discours, alors qu'il a accepté officiellement l'investiture républicaine pour la présidentielle de novembre 2024. C'est le grand favori désormais, en particulier à la fois après l'attaque dont il a fait l'objet la semaine dernière lors d'un meeting, et aussi compte tenu de la fragilité politique et physique, semble-t-il, de Joe Biden. Oui, je pense que plusieurs choses. Alors, beaucoup de rumeurs maintenant circulent sur un potentiel désistement de Joe Biden. D'ici la fin de la semaine, peut-être. Totalement, effectivement, ce week-end. On verra, c'est pas la première fois que ça a eu lieu. Je pense qu'il était remarquable avec cet épisode depuis une semaine, c'est qu'en fait, à quel point aujourd'hui la politique américaine a probablement changé pour de bon. C'est par ailleurs, d'une certaine manière, le fait que Donald Trump ait choisi comme vice-président J.D. Vance est finalement un symbole que le Trumpisme est en réalité aujourd'hui le parti républicain. Tous ceux qui pensaient qu'on pourrait revenir à un parti républicain de Reagan, conservateur, libéral, etc., je pense qu'on n'est plus dans ça. Le Trumpisme ne serait plus une parenthèse dans l'histoire politique américaine. Non, ce n'est plus, et je pense que c'est exactement ça comme message que Donald Trump a envie d'envoyer en réalité à la population américaine, c'est que le successeur, pas uniquement dans la personne de J.D. Vance, mais le successeur dans tout ce que J.D. Vance représente, de la classe moyenne, de la working class, sur laquelle il a écrit, sur laquelle effectivement il a écrit, et que Donald Trump depuis le début en réalité
a décidé de se focaliser de ce qu'on appelle le Rust Belt, cette Amérique perdue, qui a l'impression de perdre dans la globalisation, qui a désindustrialisé, qui a l'impression que les élites se sont emparées de quelque chose et que finalement cette idée d'un American Dream, d'un rêve américain est finalement perdue pour eux. Cette Amérique-là, aujourd'hui, elle n'est plus uniquement incarnée par Donald Trump, mais elle est incarnée par J.D. Vance et plus largement, en réalité, par le Parti républicain, ce qui est par ailleurs aussi notable, c'est tous ceux qui ont attaqué Trump pendant des semaines et des mois. Notamment Nikki Haley, ancienne ambassadrice. Clairement, aujourd'hui, c'est soumis au Trumpisme. Et donc, je pense que c'est ça qui est en réalité aujourd'hui en train de s'opérer, c'est-à-dire cette idée que pendant très longtemps, on pouvait avoir une sorte de centrisme où un parti démocrate modéré avec des républicains modérés pourrait se parler, pourrait négocier, pourrait arriver à une sorte de compromis. Ce qu'est en train de vivre ici en France, c'est terminé en réalité. On vit une polarisation du spectre politique américain et qui ne s'arrêtera pas uniquement avec cette élection. Trump qui s'est présenté hier soir de manière assez paradoxale compte tenu de son passif comme une sorte de père de la nation, cherchant à retisser des liens entre une population très polarisée. Qu'est-ce que ça comment en cas d'élection bien sûr, comment il pourrait mener sa politique étrangère? Il a parlé notamment de l'Ukraine, de la guerre qui oppose Israël et le Hamas, mais aussi l'Iran. Est-ce qu'il a, comme il le dit, il peut avoir réponse à tout en une journée, en une semaine? Oui, de toute manière, ça c'est Trump. Il a dit, il a toujours été comme ça. Il n'aurait pas eu le 7 octobre si j'avais été président. Exactement, il n'y aurait pas eu le 7 octobre, il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Tout serait bien, on vivrait tous dans un monde merveilleux. Non, je pense par contre, ce qui devrait en réalité inquiéter les Européens et notamment le monde entier, c'est une certaine forme d'isolationnisme. Cette idée que finalement l'Amérique ne pourra pas toujours être là, ne peut pas financer bien évidemment l'OTAN. Il avait déjà évoqué dans le passé bien évidemment, mais il a parlé aussi de Taïwan. Donc je pense que c'est à cela que le monde doit se préparer. J'espère que les Européens le sont, parce que, encore une fois, cette chose-là aussi, c'est pas une parenthèse. C'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Et en réalité, quand on regarde bien, c'est déjà quelque chose qui s'était installé même avec Barack Obama, qui avait décidé de faire une focalisation plus sur l'Asie. Donc, il faut que l'Europe se réveille. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a été probablement l'un des premiers à comprendre cela. Quand il a parlé, tout le monde s'est beaucoup moqué de lui, mais d'autonomie stratégique, etc. Oui. Je pense que c'est absolument nécessaire. La question, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais il faut que, effectivement, l'Europe s'occupe aussi d'elle-même et réfléchisse de quelle manière elle peut construire sa sécurité à la fois culturelle mais surtout aussi physique. Simone, un dernier mot sur l'une des polémiques du moment qui a vu Adidas, la marque de sport Adidas, choisir comme égérie la mannequin israélienne, américano-palestinienne Bella Hadid pour faire la promotion de la sortie d'un produit qui avait beaucoup marché dans les années 70. Ce qui a fait polémique, Adidas ayant annoncé il y a quelques heures sa volonté de retirer Bella Hadid de sa campagne. C'était un choix qui n'a pas été forcément mesuré par les équipes de communication de la marque. Alors, premièrement, il faut pour mettre les choses dans le contexte, Bella Hadid est clairement une des égéries les plus anti-israéliennes, anti-sionistes, on peut probablement dire même antisémites qui existent. Elle a plus de 60 millions de followers. Quand on décide de la prendre, on ne peut pas ignorer ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Quand on le fait pour une chaussure
qui s'appelle 72, qui a été lancé pour les Jeux Olympiques de 1972, et de ne pas savoir ce qu'il s'est passé en 72 pendant les Jeux Olympiques à Munich, je veux bien qu'il y ait une certaine ignorance chez certains stagiaires chez Adidas, mais j'ai franchement du mal à croire que personne à un moment a sonné l'alarme. Alors qu'est-ce qu'on a cherché à envoyer comme message? Parce que c'est troublant pour le coup. C'est effectivement troublant, surtout particulièrement quand on sait que ce n'est pas la première fois. C'est qu'on se souvient bien évidemment de la polémique avec Kanye West. Non, je pense que c'était une marque au sein de... Effectivement, Adidas. on peut aujourd'hui se poser la question si d'être virulemment anti-israélien, ça ne paye pas. Que finalement, il y a une volonté marketing de mettre en avant certaines figures. C'est une certaine tendance de faire appel à certains clients de Adidas, et donc je pense effectivement que certains, je ne veux pas dire l'intégralité de la direction, mais que certains chez Adidas ont fait un choix conscient et qui me semble extrêmement problématique. Merci beaucoup Simone Rodin-Bezeka d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Community. Très bel été à vous et on se retrouve à vous. À la rentrée.